L'ombre de la justice, Cheumont, l'arrestation injuste. Un hurlement strident de sirène déchira le silence paisible d'un midi ensoleillé à Valcroix, un petit bourg niché au cœur des collines verdoyantes du centre de la France. Les rues pavées, bordées de maisons aux volets pastels et de boutiques aux vitrines modestes, semblaient figées dans une torpeur estivale. Claire Dubois, une femme d'une élégance discrète, descendit de sa berline gris anthracite, garée soigneusement près d'une boutique de fleurs. À peine avait-elle refermé la portière que l'éclat des gyrophares rouges et bleus d'une voiture de police troubla l'harmonie de la scène. En quelques minutes, cette femme, d'ordinaire si posée, se retrouverait menottée, insultée et menacée d'une arme, tout cela pour avoir osé questionner une amende. Mais ce que l'officier ignorait, c'était que Claire n'était pas une simple passante. Avec un seul appel téléphonique, elle allait bouleverser l'ordre établi de Valcroix, révélant une leçon cinglante sur l'abus d'autorité. Cette histoire, loin d'être une simple arrestation injuste, allait devenir un symbole de courage tranquille et de justice réclamée avec sagesse et détermination. Claire Dubois, âgée de 52 ans, portait ses cheveux noirs, légèrement striés de fils d'argent, relevés en un chignon impeccable. Ses yeux sombres, vifs et perçants, trahissaient une intelligence affûtée et une discipline forgée par près de 3 décennies de service dans l'armée française. Colonel à la retraite, elle avait commandé des unités dans des zones de conflit, négocié avec des dignitaires étrangers et conseillé des généraux au ministère de la Défense. Mais ce jour-là, à Valcroix, elle n'était qu'une nièce venue rendre visite à sa tante malade, Madame Élise, qui vivait dans une maisonnette au bout de la rue des Lilas. Valcroix n'avait rien d'une destination touristique prisée. Ses ruelles étroites, son marché hebdomadaire et son clocher roman attiraient peu de visiteurs. Pourtant, pour Claire, ce bourg évoquait des souvenirs d'enfance. Les étés passés à cueillir des mûres avec sa tante, les soirées à écouter des histoires au coin du feu. Elle avait prévu d'acheter un bouquet d'hortensias, les fleurs préférées d'Élise, avant de passer quelques jours paisibles à ses côtés. La rue principale de Valcroix, bordée de platanes, semblait inchangée depuis son dernier passage, des années auparavant. Les devantures des commerces, une boulangerie, une épicerie, un café où des habitués jouaient aux cartes, dégageaient une nostalgie familière. Claire ralentit, scrutant les abords pour trouver une place de stationnement près de la boutique de fleurs. Les lignes jaunes marquant une zone de stationnement interdit étaient à peine visibles, effacées par le temps et les intempéries. Un panneau indiquant « Stationnement interdit de 16h à 18h en semaine » était à moitié masqué par les branches d'un tilleul. L'horloge du tableau de bord affichait 15h50. Claire jeta un regard autour d'elle, la rue était déserte, aucun autre véhicule en vue. Elle estima qu'elle avait le temps de faire un saut rapide pour acheter les fleurs. Avec la précision d'une militaire, elle gara sa voiture près du trottoir, juste avant la ligne délavée, convaincue que l'espace était autorisé. Elle coupa le moteur, attrapa son sac à main et sortit, inspirant l'air tiède imprégné de l'odeur des champs voisins. À peine avait-elle fermé la portière qu'un bref coup de sirène retentit derrière elle. Une voiture de la police municipale de Valcroix s'arrêta brusquement, ses gyrophares projetant des éclats menaçants. La portière s'ouvrit, et un homme en uniforme en descendit. Maurice Lefebvre, la trentaine bien entamée, avait le visage rougeaud et une bedaine qui tendait les boutons de sa chemise. Son badge indiquait « Officier Lefebvre ». Il s'avança vers Claire, la main posée sur l'étui de son arme, un geste ostentatoire d'autorité. Ses yeux, plissés par un mélange de méfiance et de dédain, scrutèrent en Claire de haut en bas, s'attardant sur sa silhouette élancée, sa tenue sobre mais élégante, puis sur sa berline aux lignes modernes. Sans un mot de politesse, il pointa un doigt accusateur vers l'avant de la voiture. « Vous n'avez pas vu le panneau, ou vous êtes aveugle ?» lança-t-il d'un ton sec, presque méprisant. Claire fronça légèrement les sourcils face à cette rudesse, mais garda son calme. Elle avait affronté des situations bien plus périlleuses que celle-ci. « Bonjour, monsieur l'agent », répondit-elle posément, sa voix claire et mesurée. « Je vois le panneau, mais il est à moitié caché par les branches, et les marquages au sol sont effacés. De plus, il me semble qu'il est encore un peu tôt pour l'interdiction. » Lefebvre ricana, un rire dépourvu de toute amabilité. « Un peu tôt ? Ici, on ne compte pas les minutes, ma petite dame. Vous êtes en infraction.
Vos papiers, tout de suite. Le ton condescendant, presque provocateur, fit tressaillir Claire, mais elle contint son agacement. Elle se tourna, ouvrit la portière de sa voiture, prit son portefeuille et en sortit son permis de conduire ainsi que la carte grise, qu'elle tendit à Lefebvre avec courtoisie. Elle était certaine qu'il s'agissait d'un malentendu mineur, une simple question de stationnement. Lefebvre saisit les documents, y jetant un coup d'œil distrait, comme s'ils n'avaient aucune importance. Son regard s'arrêta brièvement sur le permis, où figurait le nom, Claire Dubois, et une photo d'une femme noire au port altier. Le titre docteur, accolé à son nom, sembla lui échapper, ou peut-être choisit-il de l'ignorer. Il rendit les papiers avec un geste désinvolte. Stationnement illégal, déclara-t-il d'un ton péremptoire. L'amende est de 500 €. Vous payez maintenant. Claire cligna des yeux, interloquée. Une amende de 500 € pour une infraction aussi triviale, dans un bourg comme Valcroix, était absurde. 500 €, répéta-t-elle, incapable de masquer sa surprise. Il doit y avoir une erreur, monsieur l'agent. Une amende de stationnement ne peut pas atteindre une telle somme. Et n'est-il pas d'usage de rédiger un procès-verbal, plutôt que de réclamer un paiement immédiat? Sa question, posée avec calme et logique, sembla toucher une corde sensible chez Lefebvre. Son visage s'empourpra davantage, ses mâchoires se crispèrent. Peut-être l'était-il habitué à ce que les gens, surtout ceux qu'il jugeait insignifiants, se pliaient à ses ordres sans broncher. Qu'une femme noire, avec une assurance tranquille, ose remettre en question ses méthodes, semblait être une atteinte directe à son autorité. Vous me dites comment faire mon travail, maintenant? Gronda-t-il, s'approchant d'un pas, envahissant délibérément l'espace personnel de Claire. Ici, à Valcroix, c'est moi qui décide. Vous, les gens comme vous, toujours à discuter, à chercher des excuses. L'expression « les gens comme vous » résonna comme une gifle. Claire sentit une bouffée de colère monter en elle, mais des années de discipline militaire l'aidèrent à la réprimer. Elle prit une profonde inspiration. Monsieur l'agent, je ne cherche pas à vous contredire. Je demande simplement des éclaircissements sur la procédure et le montant de l'amende. Je suis prête à accepter un procès-verbal si j'ai commis une infraction, et je m'en occuperai par les voies légales. La procédure? Cracha Lefebvre, haussant le ton. La procédure, c'est que vous payez 500 € en liquide, tout de suite. Sinon, vous venez au poste. Claire croisa son regard, son expression toujours maîtrisée, mais ses yeux brûlant d'une détermination froide. Je ne paierai pas en liquide ici. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi. Rédigez le procès-verbal, je vous prie. Cette fermeté fut l'étincelle qui embrasa la colère de Lefebvre. Obstiné, hein? Rugit-il, abattant sa main sur le toit de la voiture de Claire avec un bruit sec. Puis, dans un geste aussi soudain que dangereux, il dégaina son pistolet. Il ne le pointa pas directement sur elle, mais le tint prêt, le canon incliné vers le sol, assez menaçant pour glacer le sang. Vous voulez jouer à ça? Main derrière la tête, maintenant. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Son instinct de militaire analysa immédiatement la menace. Lefebvre était hors de contrôle, agissant de manière irrationnelle. Une confrontation physique serait suicidaire. Elle balaya la rue du regard. Quelques passants, de l'autre côté du trottoir, s'étaient arrêtés, observant la scène avec un mélange de curiosité et de crainte. Parmi eux, un garçon d'une douzaine d'années, Étienne, qui vendait des journaux locaux, fixait la scène, son téléphone discrètement levé, enregistrant l'échange. Personne, cependant, ne semblait prêt à intervenir. Pendant un instant, Claire ressentit la solitude et l'impuissance que tant d'autres, confrontés à des abus similaires, avaient dû éprouver. « Reste calme », se murmura-t-elle. Lentement, elle leva les mains à hauteur d'épaule, puis les plaça derrière sa tête, sans quitter Lefebvre des yeux. « Voilà qui est mieux », ricana Lefebvre, satisfait de sa domination. Il rangea son arme et sortit une paire de menottes métalliques. Face à la voiture. Claire obéit à contre-cœur.
Le cliquetis froid des menottes résonna lorsqu'il les referma sur ses poignets, les serrant juste assez pour mordre la peau. L'humiliation était plus douloureuse que la pression physique. Elle, une colonelle décorée, menottée comme une criminelle pour une infraction mineure. Lefebvre récita ses droits avec un ton moqueur, puis la poussa vers la voiture de patrouille. Montez. Vous êtes en état d'arrestation pour résistance à un officier et trouble à l'ordre public. Claire fut poussée sans ménagement sur la banquette arrière, dure et inconfortable. La portière claqua, l'enfermant dans un espace confiné qui sentait le renfermer. La voiture démarra dans un crissement de pneus, abandonnant la berline de Claire près du panneau masqué et des lignes effacées. Alors que la voiture s'éloignait, Claire, droite malgré les menottes, observait par la fenêtre, mémorisant les noms des rues. Son esprit, aiguisé par des années de stratégie, analysait déjà la situation. La colère était là, mais elle s'était muée en une résolution d'acier. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence et d'intelligence. À ses côtés, invisible mais présent, le regard d'Étienne, le jeune vendeur de journaux, suivait la voiture de police. Dans sa poche, l'enregistrement qu'il venait de faire pourrait bien devenir la clé d'une tempête à venir. Pour l'heure, Claire, seule dans l'ombre de la banquette, préparait son prochain mouvement. Valcroix n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. L'ombre de la justice, Chung 2, la tempête arrive. Dans la pénombre d'une salle d'interrogatoire exiguë du commissariat de Valcroix, Claire Dubois, les poignets encore entravés par des menottes, fixait le mur écaillé d'un regard d'acier. L'odeur de peinture défraîchie et de désinfectant bon marché emplissait l'air. L'officier Maurice Lefebvre, rouge de colère et d'arrogance, venait de la pousser sans ménagement sur une chaise en plastique. Pourtant, dans les yeux de Claire, il n'y avait ni peur ni résignation, mais une détermination froide qui semblait déstabiliser l'homme en uniforme. Lorsqu'elle demanda calmement à passer un coup de fil, Lefebvre éclata d'un rire moqueur, croyant qu'elle bluffait. « Un appel ? Pour appeler qui ? Votre maman ?» lança-t-il, sarcastique. Mais ce qu'il ignorait, c'était que cet appel allait déclencher une tempête qui ébranlerait le commissariat et tout Valcroix. Claire, avec une assurance tranquille forgée par des années de commandement militaire, allait transformer cette humiliation en un moment de vérité implacable. Le commissariat de Valcroix, un bâtiment de briques fatigué aux fenêtres poussiéreuses, semblait figé dans une routine monotone. Dans le hall, derrière un comptoir en chêne usé, le sergent de garde, un homme d'âge mûr nommé Bernard, feuilletait un registre avec une indifférence lasse. Quelques officiers traînaient dans la pièce, l'un lisant un journal, un autre pianotant sur son téléphone. L'arrivée de Claire, menottée et escortée par un Lefebvre triomphant, ne suscita qu'un vague intérêt. Elle refuse de payer et elle discute, grogna Lefebvre en poussant Claire vers le comptoir. Bernard leva les yeux, observa Claire un instant, puis griffonna quelque chose dans son carnet. « Emmène-la en salle 2, dit-il d'un ton monocorde, comme si ce genre de scène était monnaie courante. Claire, droite malgré l'inconfort des menottes, suivit Lefebvre dans un couloir étroit. La salle d'interrogatoire, au mur d'un verre pâle écaillé, était meublée d'une table métallique rouillée et de 2 chaises en plastique. Lefebvre la força à s'asseoir, les menottes toujours serrées. « Reste tranquille, aboya-t-il avant de tourner les talons. « Je demande à passer un appel, déclara Claire, sa voix claire et autoritaire coupant l'air comme une lame. Lefebvre s'arrêta net, se retourna, un rictus agacé sur le visage. « Un appel à qui ? Ton avocat ? Va pleurer chez toi. » Claire ne scia pas. « J'ai le droit de passer un appel, répéta-t-elle, son ton ferme mais dénué d'agressivité. Lefebvre sembla sur le point de répliquer, mais le sergent Bernard, qui avait suivi l'échange depuis le seuil, intervint. « Laisse-la utiliser le téléphone. » « Surveille-la, ordonna-t-il, visiblement agacé par l'insistance de Claire mais contraint par la procédure. Lefebvre, à contre-cœur, détacha les menottes avec un grognement et désigna un vieux téléphone fixe posé sur la table. « 5 minutes, marmonna-t-il. Claire saisit le combiné, ses mains fermes malgré l'épreuve. Elle composa un numéro long, un code d'urgence qu'elle connaissait par cœur. Lefebvre, adossé au mur, ricana en pensant qu'elle appelait un proche quelconque. Mais à l'autre bout du fil, une voix répondit immédiatement.
Ici le colonel Claire Dubois, matricule 749 Alpha Charlie 6, dit-elle calmement. Je suis détenu sans mandat au commissariat de Valcroix. Je requiers une assistance immédiate pour personnel de haut rang. La réponse fut brève et nette. Compris, colonel. Une équipe est en route. Claire raccrocha, son visage impassible. Lefebvre, qui n'avait pas entendu la conversation entière, capta néanmoins les mots « colonel » et « assistance immédiate ». Son rictus s'effaça, remplacé par une lueur d'incertitude. « Attends. Qui tu as dit que t'étais » balbutia-t-il, sa voix tremblante. Claire ne répondit pas, son regard perçant fixé sur lui. Bernard, alerté par l'échange, se précipita vers un ordinateur dans le hall. Quelques clics plus tard, il blêmit. Lefebvre, c'est une vraie colonel. Ministère de la Défense, murmura-t-il, la voix chargée d'effroi. Pendant ce temps, à l'extérieur du commissariat, la petite ville de Valcroix continuait son rythme paisible, ignorant le drame qui se jouait. Mais un acteur inattendu allait changer la donne. Étienne, le jeune vendeur de journaux qui avait assisté à l'arrestation de Claire, n'était pas resté inactif. Âgé de 13 ans, avec ses boucles brunes et son regard vif, il avait grandi dans les ruelles de Valcroix, livrant des journaux à vélo pour aider sa famille. Lorsqu'il avait vu Claire menottée, il avait discrètement sorti son téléphone et enregistré la confrontation avec Lefebvre. À peine la voiture de police avait-elle disparu que Étienne pédala à toute allure jusqu'au petit bureau de la Voix de Valcroix, le journal local où travaillait sa sœur aînée, Sophie. Âgée de 25 ans, Sophie était une journaliste passionnée, connue pour son flair et son refus de se plier aux pressions des notables locaux. Essoufflé, Étienne lui tendit son téléphone. « Regarde ça, Sophie. Ce flic, Lefebvre, il a menacé une dame avec son arme pour une histoire de parking. » Sophie visionna l'enregistrement, les sourcils froncés. Les images, bien que tremblantes, montraient clairement Lefebvre brandissant son pistolet et insultant Claire. « Oh chérie, comment ça t'a dit que c'était grave. » Étienne, murmura-t-elle. « Je vais creuser. Ce type a déjà une réputation douteuse. » Au commissariat, l'atmosphère changeait à une vitesse fulgurante. Lefebvre, désormais en sueur, tentait de se justifier. « Colonel ? C'est une blague, non » balbutia-t-il, s'adressant à Bernard. Mais le sergent, les yeux rivés sur l'écran, secouait la tête. « Elle est décorée, Maurice. Tu viens d'arrêter une officier de haut rang. » Lefebvre sentit une vague de panique l'envahir. Il avait insulté, menacé et menotté une colonelle de l'armée française. Son arrogance s'effondrait comme un château de cartes. « Colonel. Je ne savais pas. » bégaya-t-il, s'approchant de Claire pour ôter les menottes. « Restez où vous êtes, officier Lefebvre, » ordonna Claire, sa voix désormais glaciale, empreinte d'une autorité naturelle. Lefebvre se figea, les mains tremblantes. Bernard, nerveux, tenta de désamorcer la situation. « Madame ? Colonel, je veux dire ? Toutes nos excuses. Voulez-vous de l'eau ? Un autre appel ? » Mais Claire resta silencieuse, son regard fixé sur un point invisible, attendant la suite. Moins de 20 minutes plus tard, un grondement sourd remplit l'air. Dehors, 5 SUV noirs aux vitres teintées, ornés de discrets insignes militaires, s'arrêtèrent devant le commissariat dans un crissement de pneus. Des soldats en uniforme, armés et disciplinés, en sortirent rapidement, prenant position autour du bâtiment. À leur tête se tenait le major Julien Moreau, un homme d'une quarantaine d'années au visage sévère et aux manières précises. Il entra dans le commissariat sans ralentir, ignorant les regards médusés des officiers. « Je suis le major Julien Moreau, commandement régional militaire, » annonça-t-il d'une voix ferme. « Nous sommes ici pour escorter le colonel Claire Dubois. » « Où est-elle ? » Bernard, blême, bafouilla. « Elle est en salle 2. » Deux soldats ouvrent ODS.
Système. Désolé, la réponse a été coupée car elle a atteint la limite de caractère. Voici la suite de L'ombre de la justice, Cheng 2, La tempête arrive, pour compléter les plus de 8000 caractères requis, en respectant le style et la culture française. L'ombre de la justice, Cheng 2, La tempête arrive, suite. Escortèrent Moreau jusqu'à la salle 2. Lefebvre et Bernard s'écartèrent, les yeux écarquillés par la peur. Moreau entra, aperçut Claire toujours menottée, et salua avec une précision militaire. « Colonel Dubois, nous sommes ici sur ordre. » Il se tourna vers les officiers, son ton tranchant comme une lame. « Détachez le colonel. » Immédiatement. Les mains de Lefebvre tremblaient alors qu'il déverrouillait les menottes, ses gestes maladroits au trahissant sa panique. Claire massa ses poignets, se leva et ajusta ses vêtements avec une dignité intacte. « Merci, Major Moreau, dit-elle, sa voix ferme mais empreinte de gratitude. Et remerciez votre équipe pour leur rapidité. » Moreau inclina la tête. « Nous ne faisons que notre devoir, colonel. » Le chef du commissariat, un homme corpulent nommé commissaire Dupont, s'approcha, tentant un sourire conciliant. « Colonel Dubois, Major Moreau, je vous présente mes excuses les plus sincères pour cet incident regrettable. C'était une grave méprise. Nous mènerons une enquête interne approfondie, et l'officier Lefebvre sera suspendu immédiatement. » Moreau le fixa sans ciller, son expression impassible. « Le ministère attend un rapport complet sous 24 heures. Nous suivrons votre enquête de près. Maintenant, nous escortons le colonel Dubois. » Personne n'osa s'interposer. Claire, escortée par Moreau et plusieurs soldats, quitta le commissariat de Valcroix avec une démarche assurée. En passant devant Lefebvre, qui se tenait tête baissée, tremblant, elle lui lança un regard bref mais perçant, un regard qui le hantrait longtemps. Elle monta dans le SUV de tête, et la portière se referma doucement derrière elle. Le convoi s'éloigna rapidement, laissant derrière lui un commissariat en plein désarroi. Pendant ce temps, Sophie, dans les locaux de la Voix de Valcroix, analysait l'enregistrement d'Étienne. Les images étaient accablantes, Lefebvre, hors de contrôle, menaçant d'une femme sans raison valable. Sophie savait que publier cet enregistrement pourrait secouer Valcroix, mais elle n'hésita pas. Elle contacta un collègue à Paris, travaillant pour un grand quotidien national, et lui transmit une copie. « Ça va faire du bruit, murmura-t-elle, déterminée à exposer les abus de pouvoir dans sa ville. Étienne, à ses côtés, rayonnait de fierté. « Tu crois qu'elle va s'en sortir ?» demanda-t-il. Sophie posa une main sur son épaule. « Cette femme, Étienne, elle n'a pas besoin qu'on la sauve. Elle est en train de renverser la situation. » Au même moment, dans le SUV qui filait à travers les routes sinueuses des collines de Valcroix, Claire regardait par la fenêtre. Les toits de tuiles rouges et les champs dorés défilaient sous un ciel gris. Elle était libre, mais une lourdeur pesait sur son cœur. Elle savait que sa position, son rang, lui avaient valu cette intervention rapide. Mais combien d'autres, sans grade ni relation, subissaient-ils des injustices similaires sans recours? Cette pensée la hantait. Elle ferma les yeux, respirant profondément. Son combat ne s'arrêtait pas là. Elle ne pouvait se contenter de sa propre délivrance. Elle devait agir pour ceux qui n'avaient ni voix ni pouvoir, pour que Valcroix, et au-delà, change. De retour à Valcroix, l'enregistrement d'Étienne commençait à circuler. Sophie prépara un article cinglant, intitulé « Abus de pouvoir à Valcroix, une colonelle humiliée, une ville en question ». Elle y détaillait les antécédents de Lefebvre, révélant des plaintes antérieures étouffées par la hiérarchie locale. Le scandale prenait forme, et Claire, bien qu'éloignée, devenait le catalyseur d'un changement inéluctable. La tempête qu'elle avait déclenchée ne faisait que commencer. L'ombre de la justice, Cheng 3, l'écho de la vérité. Valcroix n'était plus le bourg paisible qu'il avait été. L'arrestation injuste de Claire Dubois, cette colonelle à la retraite dont la dignité avait défié l'arrogance d'un officier de police, avait allumé une mèche qui embrasait désormais la petite ville. Les ruelles pavées,
jadis silencieuses, bruissèrent de murmures, de débats enflammés dans les cafés et de regards méfiants échangés entre voisins. L'enregistrement d'Étienne, ce jeune vendeur de journaux qui avait capturé l'abus de pouvoir de l'officier Maurice Lefebvre, tournait en boucle sur les réseaux sociaux et dans les rédactions nationales. Sophie, la sœur d'Étienne, journaliste intrépide à la Voix de Valcroix, avait transformé cette vidéo tremblante en un cri de ralliement pour la justice. Mais au-delà du scandale, une question pesait, qui défendrait ceux qui, contrairement à Claire, n'avaient ni rang ni pouvoir pour faire trembler les puissants? Cette histoire, portée par le courage discret d'une femme et l'audace d'un garçon, allait laisser une empreinte indélébile, non seulement à Valcroix, mais bien au-delà. Dans les jours qui suivirent l'intervention militaire au commissariat, Valcroix devint le centre d'une tempête médiatique. L'article de Sophie, publié dans La Voix de Valcroix, et repris par un grand quotidien parisien, détaillait l'arrestation de Claire avec une précision implacable. Les images de Lefebvre, rougeaud et menaçant, pointant son arme sur une femme calme et digne, choquèrent l'opinion publique. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les hashtags #justice pour Claire et Valcroix scandale envahissant les fils d'actualité. Les habitants de Valcroix se divisèrent. Au café. Le vieux chêne, où les habitués sirotaient leur expresso, certains défendaient Lefebvre, arguant qu'il faisait son travail, et que Claire avait provoqué l'incident en questionnant son autorité. Une colonelle ou pas, on ne discute pas avec la police. Lançait un retraité, brandissant son journal. Mais d'autres, surtout les plus jeunes et les minorités de la ville, voyaient en Claire une héroïne. Elle n'a pas plié, malgré les menottes et les insultes, murmurait une serveuse, admirative. Sophie, galvanisée par l'impact de son article, poursuivait son enquête. Elle découvrit que Lefebvre n'en était pas à son premier abus. Une vieille femme, Marie Lemoine, 68 ans, lui confia une histoire douloureuse. Quelques années plus tôt, Marie, une ancienne institutrice d'origine maghrébine, avait été humiliée par Lefebvre pour une prétendue infraction au marché. Il m'a traité de vieille étrangère et m'a menacé d'une amende exorbitante. Je n'ai pas osé me plaindre, de peur qu'on ne me croie pas, raconta-t-elle, les larmes aux yeux. Sophie, émue, promit de faire entendre sa voix. Elle organisa une rencontre discrète dans un petit salon de thé, où Claire, de retour à Valcroix pour une journée, accepta de venir. Assise à une table en bois patiné, Claire écouta Marie avec une empathie silencieuse. Étienne, présent lui aussi, observait la colonelle avec des yeux brillants d'admiration. « Vous avez changé les choses, madame, dit-il timidement. Claire sourit doucement. « Toi aussi, Étienne. Ton courage a tout déclenché. » Pendant ce temps, le commissariat de Valcroix était sous haute surveillance. Le ministère de la Défense, alerté par l'incident, avait exigé une enquête fédérale. Lefebvre fut suspendu, puis licencié après que d'autres plaintes, encouragées par l'article de Sophie, émergèrent. Le commissaire Dupont, sous pression, annonça des réformes. Formations obligatoires contre les préjugés, cours de désescalade et création d'un comité citoyen pour examiner les plaintes. Certains habitants, attachés à l'ordre établi, dénoncèrent ces mesures comme une « chasse aux sorcières ». Mais pour beaucoup, surtout les minorités longtemps ignorées, ces changements étaient un souffle d'espoir. Une jeune femme, Aïcha, 22 ans, confia à Sophie, « Pendant des années, on nous a dit de nous taire. Maintenant, grâce à cette colonelle, on se sent vu. » Claire, elle, ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Après sa rencontre avec Marie et Étienne, elle prit un moment pour marcher seule dans les ruelles de Valcroix. Sous les platanes, elle repensait à l'incident. Les menottes, les insultes, le regard de Lefebvre, tout cela réveillait des souvenirs d'autres combats, sur des champs de bataille lointains ou dans les couloirs feutrés du ministère. Mais ici, à Valcroix, la lutte était différente. Elle n'avait pas affronté des ennemis armés, mais un système insidieux, ancré dans les préjugés et l'abus de pouvoir. Elle songea à Marie, à Aïcha, à toutes celles et ceux qui, sans son rang, auraient été réduits au silence. Une tristesse profonde l'envahit, mêlée d'une détermination renouvelée. Si je ne me bats pas pour eux, qui le fera?
murmura-t-elle, ses pas résonnant sur les pavés. Quelques semaines plus tard, Valcroix n'était plus la même. Les réformes progressaient, sous l'œil vigilant des autorités nationales. Le comité citoyen, où Sophie siégeait, donnait une voix aux habitants. Étienne, devenu une petite célébrité locale, reçut une bourse pour ses études, financée par une association de défense des droits. Marie, encouragée par Claire, témoigna publiquement, inspirant d'autres victimes à briser le silence. L'histoire de Claire devint un symbole, non seulement à Valcroix, mais dans toute la France. Des associations de femmes, des militaires et des militants des droits humains cités son cas lors de conférences et de manifestations. Son image, une femme noire, droite et impassible face à l'injustice, circulait discrètement, inspirant surtout les jeunes filles issues de minorités. Elle a montré qu'on peut tenir tête à un badge et une arme, écrivait une étudiante dans un blog. Claire ne revint pas à Valcroix. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence, même brève, avait semé les graines d'un changement durable. De retour à Paris, elle reprit son travail de consultante pour le ministère, mais son esprit restait marqué par Valcroix. Chaque fois qu'elle lisait un article sur les réformes ou recevait un message de Sophie, elle ressentait un mélange de fierté et de responsabilité. Elle savait que la justice, en France comme ailleurs, restait fragile, souvent dépendante de qui vous étiez. Mais elle savait aussi que le silence n'était pas une option. Son combat, celui d'une colonelle, d'une femme, d'une citoyenne, continuait, non pour elle, mais pour ceux qui n'avaient ni voix ni pouvoir. Alors que l'automne enveloppait Valcroix de ses couleurs dorées, l'écho de l'histoire de Claire résonnait encore. Les habitants, divisés au départ, commençaient à se rassembler autour d'une idée simple, la justice ne devait pas être un privilège. Sophie, Étienne, Marie et tant d'autres portaient cet héritage, chacun à leur manière. Et quelque part, dans un bureau parisien ou sur une route de campagne, Claire Dubois avançait, prête à répondre à l'appel, où qu'il l'amène. Car, comme elle l'avait appris dans les tranchées et les ruelles, le vrai courage ne réside pas dans le bruit, mais dans la fermeté d'un « non » face à l'injustice. Réflexion sur l'ombre de la justice. L'histoire de Claire Dubois, dans l'ombre de la justice, est une leçon puissante sur le courage et la dignité face à l'injustice. À travers son calme inébranlable, Claire incarne une valeur chère à la culture française, la résilience alliée à l'élégance morale. Son refus de céder à l'abus de pouvoir, malgré l'humiliation, rappelle l'importance de défendre ses droits avec fermeté et respect. Cette histoire, ancrée dans un petit bourg comme Valcroix, reflète une réalité universelle, l'injustice peut frapper partout, mais elle peut être défiée par une voix déterminée. Ce qui m'a marqué, c'est la manière dont Claire transforme une situation d'oppression en un catalyseur de changement. Son rang de colonel lui donne un pouvoir, mais c'est son intégrité qui inspire. Étienne et Sophie, figures modestes, montrent que chacun, même un enfant ou une journaliste locale, peut jouer un rôle dans la quête de justice. En France, où l'égalité est un pilier républicain, cette histoire nous pousse à réfléchir, combien de personnes, sans le statut de Claire, restent sans défense face aux abus. Elle nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré celle-ci. Dans la vie quotidienne, nous pouvons appliquer cette leçon en osant questionner les injustices, même petites, que nous rencontrons. Que ce soit au travail, dans nos communautés ou face à des institutions, il s'agit de rester fidèles à nos principes, comme Claire, et d'agir avec sang-froid. Soutenir les autres, comme Étienne l'a fait avec son enregistrement, est aussi crucial. Une action collective peut renverser des systèmes oppressifs. Enfin, cette histoire nous rappelle de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une voix, d'un geste, pour semer le changement. Appel à l'action, si cette histoire vous a touché, partagez-la pour inspirer d'autres, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits qui éveillent les consciences, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice.